bonjour à tous. Donc on va vous proposer une présentation à deux voix ou en deux temps. Moi, je vais commencer par parler un peu théorie autour des émotions, et puis après, on essaiera d'aborder des cas concrets avec Sébastien et son travail quotidien. Donc merci encore à Iéna pour cette invitation. On est très content d'être là. Alors, les émotions. Donc si on regarde dans l'évolution de la littérature scientifique, on voit qu'en fait c'est devenu un intérêt, étudier la vie émotionnelle des animaux, c'est quelque chose qui a pris beaucoup d'ampleur il y a environ 30 ans. Il y a eu du coup le développement d'études théoriques, d'études expérimentales justement pour comprendre les émotions des animaux. Ça touche plusieurs champs scientifiques différents, dont celui bien sûr du bien-être animal. Alors un petit aparté sur ce point-là. En fait, vous savez qu'il existe des sciences du bien-être animal qui vont regrouper différentes disciplines scientifiques. Et c'est quelque chose qui est encore, enfin c'est un champ de recherche très dynamique. Les définitions évoluent continuellement, notamment celle du bien-être animal. Et en fait, ce qu'on voit par rapport aux émotions, c'est qu'en fonction des auteurs, en fonction des scientifiques, on va pas avoir la même... les émotions vont pas prendre la même ampleur dans le concept de bien-être animal. Pour certains, ça va vraiment être quelque chose de prépondérant, c'est-à-dire qu'on peut même parler de mal-être en cas de ressenti d'une émotion négative. Et puis pour d'autres scientifiques, ça fait partie bien sûr du concept de bien-être, mais il y a aussi d'autres choses. Donc c'est encore très discuté aujourd'hui. Même les études sur les émotions, vraiment, c'est aussi très discuté dans les définitions, dans comment on les évalue, etc. Donc j'ai essayé de vous faire un petit condensé de tout ce qu'on sait aujourd'hui sur ces questions-là. Et donc les principales questions, ça va être de répondre à celles qui sont en bleu, là, comment les expériences émotionnelles se manifestent chez les animaux, comment on peut les évaluer, parce qu'en fait, les animaux vont pas verbaliser, ils vont pas dire je suis content, j'ai peur, etc. avec des mots, donc comment on fait pour les évaluer d'une façon un peu plus indirecte, et puis quelles espèces ressentent des émotions, quelles espèces ressentent des émotions, et quelles émotions sont ressenties par les espèces. Ça, c'est vraiment les grandes questions un peu fondamentales de tous ces travaux. Alors, on va définir un petit peu les choses justement avant d'aller un peu plus loin. Quand on regarde toute la littérature, on voit que certains auteurs vont utiliser des termes comme émotion, comme humeur, comme affect. Certains vont considérer que c'est la même chose, d'autres vont considérer que c'est des choses différentes. Donc pour s'y retrouver là-dedans, c'est un peu difficile. Il n'y a pas vraiment de consensus à l'échelle internationale. Il y a quand même des éléments un peu saillants qui ressortent. Donc c'est ceux que je vous ai mis sur la diapo. En fait, quand on va parler, on va déjà définir ce que c'est qu'une émotion. Le point commun de toutes les définitions que l'on a aujourd'hui sur l'émotion, c'est que c'est quelque chose qui met en mouvement. Ça met en mouvement le corps, ça met en mouvement l'esprit. Et donc c'est une réponse en fait. C'est une réponse qui a plusieurs caractéristiques que je vais vous détailler juste après. Et donc c'est une réponse à quelque chose de l'environnement externe ou alors à une sensation interne et qui a de l'importance. Si c'est quelque chose qui n'a pas d'importance pour l'individu, il n'y a pas de ressenti d'émotion, d'accord ? Il faut que ça soit quelque chose qui soit important pour l'individu. Une émotion, donc c'est une réponse qui a toujours une valence, qu'on appelle une valence, donc soit positive, soit négative. Et puis, elle peut varier en intensité et en durée. Alors là, on va aussi tout de suite faire une distinction parce que quand on parle d'émotion, on va plutôt considérer que c'est quelque chose d'assez intense et plutôt court dans le temps. C'est là où on va faire la distinction avec l'humeur, où en fait, quand on parle d'humeur, en psychologie, on parle d'émotion d'arrière-plan. C'est-à-dire, c'est un peu l'état diffus, global dans lequel on est, qui n'est pas forcément relié à quelque chose de l'environnement, c'est moins intense, mais c'est plus long, d'accord ? Mais c'est aussi un état émotionnel, en fait. C'est quelque chose un peu plus d'arrière-plan. Et donc, ce qu'on pense, c'est que cet état un peu émotionnel d'arrière-plan, il vient de toutes les émotions ressenties précédemment. Donc, en fait, donc une émotion, c'est intense, et court. Si l'individu il ressent plein d'émotions positives et puis quelquefois des émotions négatives, globalement, ça va conduire vers un état émotionnel constant, diffus, positif. Et puis, on aura l'inverse si l'individu ressent beaucoup d'émotions négatives, des fois des émotions positives, mais bon, ça suffit pas à contrebalancer toutes les émotions négatives. Et dans ce cas-là, il sera plutôt dans une humeur globale négative. Vous voyez un peu la différence ? Donc, ça, c'est un peu ce qu'on a aujourd'hui en termes théoriques.
Alors, à quoi ça sert les émotions et les humeurs? En fait, c'est absolument essentiel parce qu'elles sont les émotions, les humeurs sont impliquées dans la prise de décision. En fait, c'est ça qui vont, c'est les émotions, les humeurs qui vont nous guider vers l'acquisition de certaines choses, l'évitement de certaines choses. Donc, en fait, à terme, ce sont des éléments qui favorisent la survie, le succès reproducteur, etc. C'est aussi grâce aux émotions que vous pouvez généraliser, c'est-à-dire que si une fois vous allez rencontrer une situation qui vous fait extrêmement peur, eh ben, si un jour vous vous retrouvez dans une situation qui présente des caractéristiques un peu similaires, vous allez ressentir de la peur et du coup éviter la situation. C'est nécessaire pour pouvoir en fait apprendre à naviguer dans un environnement qui est changeant et voilà, où il se passe toujours des choses, quoi. Et puis pour les espèces sociales comme les chevaux, comme nous, ça facilite notre vie en groupe parce que ça va permettre de créer des liens, ça va intervenir dans la communication entre individus. Alors chez les chevaux, il y a deux phénomènes que vous connaissez, je pense. La contagion émotionnelle et la facilitation sociale, les deux mettent en jeu les émotions. Donc la facilitation sociale, c'est le fait que des informations se transmettent entre individus. Et vous savez que chez les chevaux qui vivent en groupe, on a une synchronisation de plein de comportements. Ils vont souvent aller s'alimenter au même moment, se reposer au même moment. Et donc ça, c'est parce qu'ils sont capables de lire les émotions des autres, de s'y adapter, etc. C'est nécessaire en fait. Et ça va jusqu'à de la contagion émotionnelle, donc notamment la peur. On sait très bien que une émotion de peur va se transmettre très vite dans un troupeau pour déclencher des fuites collectives ou ce genre de choses. Donc là, en fait, les émotions, les humeurs, elles sont partout. Alors, il y a eu plein de façons aussi, jusqu'à aujourd'hui, d'essayer d'étudier les émotions et les humeurs chez les animaux. Il y a plein de cadres théoriques. J'en ai choisi un seul parce que c'est peut-être un qui fait le plus consensus aujourd'hui et qui permet un peu de fixer les choses aussi dans la tête pour savoir de quoi on parle. Donc, quand on veut étudier les émotions, les humeurs, en fait, on va s'intéresser à deux axes. Vous avez un premier axe ici, donc, qui est l'axe de la valence, qui va aller du négatif au positif. Et puis, en perpendiculaire, vous avez l'axe de l'intensité ou l'excitation, l'activation. Donc, en fait, ça va aller d'une intensité faible à une intensité élevée. Avec ces deux axes, du coup, on voit apparaître 4 cadrans. Et ces cadrans, ils vont nous permettre justement de classer les émotions, les humeurs en fonction des caractéristiques de valence et d'intensité. Donc par exemple, si je prends le cadran ici, donc qui est caractérisé par une faible intensité et une valence plutôt négative, eh ben on va retrouver par exemple l'émotion de la tristesse, d'accord, ou l'humeur, c'est plutôt une humeur là de la dépression, c'est quelque chose qui est un peu diffus, qui est un peu là tout le temps, etc. Pour le côté peu intense mais positif, eh ben on va retrouver tout ce qui est calme, relâchement, etc. Pour ce qui est l'intensité très élevée et la valence négative, et ben là on va avoir la frayeur, la peur, l'anxiété, etc. Et puis pour le côté très intense positif, on va avoir tout ce qui est joie, excitation, etc. D'accord ? Donc ces cadres-là, ils sont utilisés dans la recherche aujourd'hui pour vraiment définir les émotions, les humeurs chez les animaux. Alors je vous ai dit que quand on parle d'une émotion, c'est une réponse qui a plusieurs composantes. En fait, il y a 4 composantes d'une émotion. Il va y avoir tout d'abord la composante subjective, ça c'est vraiment ce que l'individu ressent. On peut dire que dans une situation si on est tous dans la même situation qui nous fait peur, on va tous avoir une même réaction physiologique, peut-être des mêmes comportements, par exemple de fuite, de sursaut, etc. Mais il y a aussi une composante un peu subjective. Peut-être que certains d'entre vous auront plus peur que d'autres, par exemple, ou peut-être qu'il y en a qui vont plutôt ressentir, je sais pas, de l'anxiété ou quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est vraiment le côté ressenti de sa propre émotion. Et donc cette composante-là, elle est inaccessible chez l'animal, justement parce qu'il ne peut pas nous dire j'ai peur, je suis content, etc. D'accord ? C'est vraiment le ressenti propre, individuel de l'émotion. Par contre, et heureusement, il y a d'autres composantes d'une émotion que l'on va pouvoir étudier chez les animaux. Donc il y a tout d'abord la composante motrice, comportementale. Ça, c'est ce que l'individu il montre aux autres. Donc c'est ses comportements, c'est ses expressions faciales, ses mouvements, sa locomotion, etc.
En fait, on trouve déjà chez Darwin des planches d'expression faciale des animaux, justement qui suggèrent l'idée qu'il y a un continuum, les émotions sont ressenties, on retrouve les mêmes émotions entre l'humain et l'animal. Je ne sais pas si vous voyez les planches auxquelles je parle, où on voit, il y a plusieurs planches comme ça sur la peur et les expressions faciales de peur chez l'humain, chez le loup, chez le chien, etc. Et on voit qu'il y a des caractéristiques communes dans les expressions faciales. Donc c'est quelque chose qui est étudié en fait depuis assez longtemps. Et ce qui est supposé aussi, c'est que donc l'émotion induit des réponses motrices, comportementales, etc. Et on pense, notamment aussi chez l'humain bien sûr, que c'est justement l'expression de ces comportements, de ces expressions faciales, joue aussi en retour sur l'émotion pour la réguler. C'est ce qu'on appelle l'interoception. Je ne sais pas si ça vous parle. Ça, après, je vais vous présenter des exemples chez les chevaux de toutes ces composantes. On a une composante cognitive, donc l'émotion va modifier la façon dont le cerveau fonctionne, si je vais vite. Donc elle va modifier ce que l'individu comprend de son environnement, sur quoi il porte son attention. Et ça va aussi avoir des changements neuro-endocriniens, immunitaires, autonomes. Donc ça va être les changements physiologiques. Par exemple, la peur va provoquer une augmentation du rythme cardiaque, de la sécrétion de certaines hormones, etc. Donc en fait, pour chaque espèce animale, si vous voulez, aujourd'hui on a des corpus de littérature justement qui cherchent ces signes d'émotion dans le comportement, dans la physiologie, dans les fonctions cognitives. Et donc je vais vous parler de quelques exemples qu'on a chez le cheval aujourd'hui. Alors on va beaucoup parler de la composante comportementale motrice, tout simplement parce que déjà c'est celle qui nous intéresse, parce qu'on peut la voir très facilement. On n'est pas en mesure de faire des analyses physiologiques au quotidien. Donc je vais surtout vous parler de ça, et notamment plein de recherches sur les expressions faciales qui se développent beaucoup. Alors déjà, en termes de comportements généraux, donc une émotion, ça va générer certains comportements. On a bien sûr tout ce qui est comportement d'approche ou d'évitement, donc d'approche dans le cadre d'une émotion positive ou au contraire d'évitement dans le cadre d'une situation négative. Le jeu aussi est supposé mettre en jeu des émotions plutôt positives. Les comportements anticipatoires, ça, je ne sais pas aussi si ça vous parle, alors, notamment à l'arrivée de la nourriture par exemple. Alors, par contre, de là à déterminer s'il y a une émotion positive ou négative derrière, c'est toujours un petit peu touchy, mais il faut se dire que c'est un indicateur émotionnel et que du coup, en observant peut-être certains aspects particuliers, vous pouvez arriver à déterminer si c'est plutôt positif ou plutôt négatif. Le grooming mutuel, donc le fait de se gratter mutuellement comme ça, on pense aussi que ça met en jeu des émotions. Alors, une petite parenthèse sur ça, ça serait exprimé à la fois dans des contextes positifs et à la fois dans des contextes négatifs. Et en fait, la différence qui se ferait, c'est que dans les contextes négatifs, on va avoir des séquences comme ça, mais beaucoup plus courtes et très répétées, en fait. Alors qu'en contexte positif, ça sera plutôt des groomings qui vont durer longtemps et qui vont être assez longs, en fait. Les comportements agressifs, bien sûr, comportements redirigés, ça c'est plutôt en lien avec des émotions négatives. Donc voilà, il y a tout un tas de comportements qui peuvent mettre en jeu des émotions. Alors il y a beaucoup de choses autour des expressions faciales, justement parce que, en plus chez le cheval, vous voyez le schéma là-bas, qui a une musculature faciale qui est quand même très développée. Et en fait, on sait, il y a des études vraiment descriptives qui montrent ça, que la contraction de toutes ces zones musculaires va permettre de créer des expressions faciales très, très, très variées. Et donc, il y a tout un champ de recherche sur ça, sur essayer de comprendre, en fonction des émotions, quelles expressions faciales sont exprimées par les chevaux. Donc ça, c'est par exemple une étude qui a été faite par rapport au pansage, où il y a eu donc 2 groupes de chevaux qui ont été pensés de façon différente. Une façon sans vraiment faire attention aux réactions du cheval, vraiment en faisant quelque chose de très automatique. Et puis une autre façon, en justement faisant plus attention aux réactions, en passant plus de temps sur les zones appréciées par les chevaux, etc. Et en fait, ce que cette étude a montré, c'est qu'on avait vraiment deux expressions faciales très différentes entre les deux situations, avec la situation négative qui ressemble vraiment à la photo là, où l'œil forme une espèce de triangle, on voit le blanc de l'œil, les oreilles sont plutôt asymétriques, l'encolure est haute, le menton est légèrement contracté, etc. Alors qu'en situation positive, vous avez tous déjà vu cette lèvre qui s'avance là. Donc ça, c'est vraiment un marqueur, ce serait vraiment un marqueur d'émotion positive en fait chez les chevaux.
Il y a d'autres situations qui ont été testées aussi. En fait, l'enjeu de ces études-là, c'est de pouvoir mettre les chevaux dans des situations émotionnelles. On suppose qu'on les met dans des situations émotionnelles qu'on attend. Donc, par exemple, on va tester l'anticipation positive pour accéder à de la nourriture. Par exemple, on va considérer que c'est une situation plutôt positive. Et donc, quelle tête les chevaux font dans cette situation par rapport à une situation de frustration où là, par exemple, on va essayer d'enlever le cheval de la source de nourriture, ou alors on va lui proposer une nourriture auquel finalement il n'aura pas accès. Donc, en fait, on suppose qu'on met les chevaux dans des situations émotionnelles différentes et on va regarder les différences d'expression faciale que l'on voit apparaître dans ces moments-là. Donc ça, c'est quelques exemples que j'ai trouvés dans la littérature, où par exemple en anticipation positive, donc on a bien sûr les oreilles beaucoup plus en avant, cette lèvre supérieure qui ressort encore, l'encolure basse. Alors certains ont le blanc de l'œil visible, enfin qui commence à se voir parce que justement ils écarquillent un peu les yeux. Des séparations de mâchoires aussi, bouche fermée, mais bouche fermée. Mais vraiment une séparation de mâchoire comme quand ils commencent à mâcher en fait. Je sais pas si vous voyez un peu ce mouvement. La tête penchée à droite. Donc ça c'est des choses qui augmentent en anticipation positive, alors qu'en frustration, on a plutôt des oreilles en arrière ou sur le côté, les clignements des paupières qui augmentent, plus d'interaction et de regard avec l'humain, et ça j'en reparlerai dans mon autre présentation sur la cognition, en fait, dans les interactions humain-cheval. Voilà, tout un tas d'observations. Alors ça, c'est intéressant aussi. Vous voyez qu'on peut aller sur des expressions faciales hyper fines, parce que on voit que dans la situation de déconvenue, donc où le cheval attend une récompense auquel il n'a finalement pas accès, on a les naseaux qui s'étirent comme ça vers l'arrière, qui forment une espèce d'ovale en fait. Donc on peut arriver à décrire assez finement en fait les expressions faciales des chevaux dans ces situations. Alors il y a une posture aussi que je voulais vous présenter aujourd'hui qui serait plutôt le signe d'un état chronique là, donc plutôt une humeur négative chronique. C'est ce qu'on appelle la posture de retrait. Donc c'est vraiment des chevaux qui sont caractérisés comme en retrait sensoriel par rapport à leur environnement. Ils vont arrêter de regarder l'environnement, ils vont pas avoir les oreilles qui bougent, etc. en fonction des bruits. Et il y a une posture vraiment précise qui a été décrite. Donc c'est celle que vous voyez sur la photo là-bas, où les chevaux vont... Alors s'ils sont en boxe, c'est plutôt face à une paroi, mais moi j'en ai vu aussi au pré, en fait, donc il n'y a pas forcément face à une paroi, mais ils ont l'encolure vraiment très plate, les oreilles en arrière et fixes, et vous voyez que l'œil est très ouvert, en fait. On a une contraction des muscles masticateurs et puis aussi de la bouche. Et ce qui est intéressant, c'est que je vous ai mis le même cheval ici, c'est vraiment le même en posture de repos, parce qu'on peut vite se dire que c'est un peu la même chose. Et en fait, non, quand on regarde vraiment les points très précis, on voit que c'est pas du tout la même chose. Et ce cheval-là, en plus, quand il est en repos, vous voyez, il a la lèvre qui pend, et en fait, elle est rose. Donc, on voit très bien que quand elle pend, on a cette zone rose qu'on voit pas du tout quand il a la mâchoire et les dents très contractées. Donc ça, c'est intéressant. En fait, on suppose que c'est une posture qui montre quand même un état assez avancé dans le mal-être. Parce que c'est relié à plein d'autres choses. C'est déjà relié à un profil physiologique qui ressemble beaucoup à la dépression chez l'humain, à des déficiences cognitives, des problèmes de sommeil. C'est souvent des chevaux qui ne s'améliorent pas très vite en fait, quand on va les changer d'environnement. Il y a une phase de stagnation qui est très longue. Donc en fait, on suppose que c'est des chevaux quand même qui sont assez atteints. Et ça pourrait, en fait, ça c'est un état qui pourrait arriver justement parce que au fur et à mesure du temps, il y a une accumulation d'émotions négatives, pas assez d'émotions positives pour rééquilibrer le truc. Et du coup, ça peut conduire à ça, quoi. Donc attention à ces postures-là. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre signe des émotions ? On a beaucoup de choses dans les vocalisations, donc notamment les hennissements. On sait aujourd'hui, grâce à des techniques d'analyse des sons, de bioacoustique, on sait distinguer des hennissements positifs de hennissements négatifs. Alors à l'oreille, nous, c'est très compliqué de faire la différence. C'est vraiment dans la structure des sons où on voit qu'il y a une différence. Globalement, le hennissement émis en contexte positif, il est plutôt court. Il a une fréquence de basse plus basse et par contre de plus grandes amplitudes qu'un hennissement émis en contexte négatif qui va être beaucoup plus long, plus aigu et justement avec moins de variations en fait. Ça va plutôt être une seule...
une seule fréquence, quoi. Les ébrouements alors, sont plutôt suggérés comme étant des indicateurs d'émotion positive, cette fois. L'appel de contact aussi, vous voyez, quand, on l'entend souvent quand une mère appelle son poulain, par exemple. Alors, couinement, soufflement, ronflement, ça c'est plutôt émis dans des contextes négatifs. Vous allez aussi avoir tous les comportements latéralisés. Alors ça, en fait, pour aller très vite, parce qu'en plus c'est pas vraiment ma thématique, mais en fait, on sait que les émotions génèrent un fonctionnement qui n'est pas forcément symétrique dans le cerveau. Vous savez qu'on a 2 hémisphères cérébraux, et en fait, il y a plein de théories autour de ça aussi. Ce qu'on suppose, c'est que les émotions négatives vont plutôt avoir un biais, vont plutôt être traitées par l'hémisphère droit du cerveau, ce qui fait que ça induit des comportements latéralisés. Donc pour le cheval, par exemple, une émotion négative va pouvoir... S'il y a un son négatif, on va pouvoir par exemple plutôt avoir une prédominance de l'oreille droite pour s'intéresser à ce son. On peut avoir plutôt une prédominance du naso droit pour aller investiguer quelque chose qui fait peur, d'accord ? Alors c'est pour l'œil, c'est inversé. Par contre, en fait, c'est les signaux qui arrivent à gauche sont traités à droite, donc il va plutôt investiguer avec l'œil gauche, d'accord ? Pour l'émotion positive, c'est un peu plus, on suppose que c'est un peu mieux réparti entre les 2 hémisphères. Mais du coup, en fonction justement de cette latéralité, notamment sensorielle, vous pouvez essayer de déterminer un peu l'état émotionnel qu'il y a derrière, d'accord ? Ça reste des sujets qui sont quand même très discutés. Tous les résultats ne sont pas forcément hyper marqués entre notamment émotions positives et émotions négatives. Mais bon, ça reste quand même des indicateurs que vous pouvez garder en mémoire quand vous observez un cheval. Et puis pour terminer dans la composante motrice, ça c'est quelque chose qui est hyper intéressant et on essaie de développer des projets sur ça. Vous savez qu'une émotion, notamment chez l'humain, vous allez pouvoir savoir dans quelle émotion je suis si vous me voyez marcher. Donc si je suis joyeux, je vais peut-être marcher un peu comme ça. Si je suis triste, je vais marcher plutôt comme ça. Si je suis en colère, je vais marcher comme ça. Donc en fait, nos émotions, elles sont encodé aussi dans notre façon de se déplacer. Et il y a pas beaucoup d'études chez l'animal et encore moins chez le cheval. Donc justement, on essaie de développer, de trouver des indicateurs d'émotion dans la locomotion pour pouvoir mieux détecter les émotions en fait. On a des premiers résultats qui montrent que par exemple, l'anticipation positive va faire que les chevaux marchent globalement plus vite, vont avoir une fréquence de foulée plus importante, des accélérations dorso-ventrales, donc c'est de haut en bas comme ça, plus importantes, plus de propulsion, etc. Donc voilà, l'idée c'est de trouver des indicateurs en fait dans la locomotion des animaux. Et si vous voulez aller voir, je vous ai mis un petit lien, parce que chez l'humain, c'est vraiment des choses qui sont très étudiées, et il y a des simulateurs aujourd'hui qui permettent donc c'est le lien que je vous ai mis là. Vous pouvez mettre par exemple, je veux voir un humain triste, qu'est-ce que ça donne en termes de démarche, et vous avez des petites silhouettes que vous allez pouvoir regarder. C'est même la démarche, par exemple, c'est même utilisé comme outil de diagnostic pour des états dépressifs, par exemple, ou pour de l'anxiété chronique. Donc on a vraiment des marqueurs d'état émotionnel dans la locomotion, dans la façon de se déplacer. Alors, juste pour terminer, il faut quand même bien se dire qu'on n'a pas un lien direct entre... Enfin, il y a un lien entre comportement et émotion. Par contre, il est pas systématique. Si je prends l'exemple du sourire chez nous, le sourire, ça va être un marqueur de joie. Par contre, vous pouvez aussi voir du sourire dans d'autres situations émotionnelles. Par exemple, le rire sarcastique, des choses comme ça, on n'est pas sur une émotion positive derrière. Et pourtant, vous voyez quand même un sourire, d'accord ? Donc, il faut se dire que c'est un peu la même chose aussi pour les indicateurs chez le cheval. Vous avez tous ces indicateurs-là qui sont disponibles, que vous pouvez garder dans un coin de votre tête pour essayer de savoir dans quelle émotion sont les chevaux que vous voyez. Par contre, il faut se dire qu'il n'y a pas un lien systématique, d'accord ? Il faut toujours garder un esprit critique, prendre en compte la situation globale, etc. J'ai juste 2 petites diapos avant de passer la parole à Sébastien. Donc je vous ai dit qu'il y avait aussi une composante cognitive. Les émotions modifient la façon du cerveau, enfin la façon dont le cerveau traite les informations de l'environnement. Et donc vous connaissez tous ce test du verre à moitié vide, à moitié plein. En fait, selon dans quel état émotionnel vous êtes, vous allez percevoir ce verre d'une façon plus ou moins vide ou plus ou moins plein.
ça montre en fait dans quel état optimiste ou pessimiste vous êtes. Et ça, on arrive à le tester chez l'animal aussi, donc c'est assez intéressant. Ça se fait notamment avec des tests plutôt dans l'espace, où en fait on va apprendre aux animaux que quand ils vont toujours d'un côté, il y a une conséquence positive, quand ils vont toujours de l'autre côté, il y a une conséquence négative. Et en fait, le test consiste à proposer des situations intermédiaires et voir comment les animaux jugent ces situations intermédiaires, de façon plus ou moins pessimiste ou optimiste. Et ça, on sait qu'en fonction de... si les animaux sont dans des états plutôt positifs, ils vont plutôt juger des situations ambiguës d'une façon optimiste, en fait. Et puis, on a plein de marqueurs physiologiques des émotions. Donc, comme je disais tout à l'heure, la peur fait augmenter le rythme cardiaque, le relâchement, au contraire, le fait diminuer. Enfin, il y a tout un tas de changements physiologiques, en fait, quand vous ressentez une émotion, quand les chevaux ressentent une émotion. Et ça peut même aller jusqu'à impacter des choses assez profondes, parce que par exemple, la longueur des télomères, les télomères, c'est des petites protections qui sont au bout des chromosomes, et en fait qui s'usent naturellement. Mais on sait que chez des animaux qui ressentent beaucoup d'émotions négatives, etc., au cours du temps, l'usure se fait beaucoup plus vite. Et en fait, ça conduit beaucoup plus vite à de la mort cellulaire, etc. Donc en fait, c'est pas du tout anodin, les expériences émotionnelles. Ça peut avoir des impacts à très long terme, justement, quand il y a une accumulation d'émotions, notamment négatives. Donc voilà, toute l'idée de cette présentation, c'est aussi de pouvoir repérer ces signaux émotionnels et puis de favoriser le positif et limiter le négatif. Alors on a réfléchi avec Sébastien un peu à des situations concrètes pour prendre en compte les émotions dans les manipulations. Alors ce qui nous a paru assez évident, c'est la gestion de la peur, parce que les chevaux sont quand même sujets facilement à de la peur. Ouais. Alors, moi, d'abord, je veux préciser que ce n'est que ce que je vais dire que de l'interprétation de mon vécu et de mon expérience. C'est pas. Alors, je m'appuie sur ce que les scientifiques peuvent faire et j'essaye de l'interpréter par rapport à ce que je vis, mais voilà, ça sera pas une vérité. Pour ce qui est de la peur, c'est un peu complexe parce que la peur, c'est dans la nature du cheval, donc on peut pas éviter à un cheval d'avoir peur. Ça, faut bien le prendre en compte quand même. Ça restera dans sa nature. Alors peut-être que force de génération, ça va peut-être être estompé. On verra. On sera peut-être plus là pour le voir. Mais ça reste un animal de proie, ouais, voilà. Quand même. Par contre, ce qu'on peut faire, ce que nous on peut faire quand un cheval a peur, c'est essayer de le lire avant qu'il y ait des phénomènes d'évitement ou des phénomènes des fois qui peuvent aller jusqu'à l'agressivité. Avant, il émet plein de signaux. Alors pour les équitants, hein, quand vous êtes sur un cheval qui commence à avoir peur, il va d'abord pointer ses oreilles vers l'objet de la peur, monter son encolure, se contracter. Tout ça, c'est tellement de signaux avant qu'il se passe quoi que ce soit, où c'est là notre responsabilité à nous d'agir à ce moment-là. Ça nous laisse une fenêtre de tir qui, alors en fonction de la vitesse sur laquelle vous êtes, se rétrécit, mais qui peut justement, où on peut permettre au cheval de conditionner un petit peu la réponse à la peur. C'est-à-dire déjà l'arrêt, dans un premier temps, hein. Alors bien sûr, l'équitation, ça reste du mouvement, notamment sportif ou en course, etc., où il faudra qu'après, il passe on va dire, ce stade-là où il va continuer ce qu'on lui demande. Mais dans un premier temps, si on peut arrêter, analyser et voir si nous, on peut rassurer, demander autre chose, détourner, faire un peu de leurre parfois, ça peut être utile pour les situations qu'on vit, quoi. Et alors oui, notamment sur le travail monté, mais c'est à peu près la même chose au sol, hein, vous allez avoir les mêmes indicateurs. Souvent, le cheval va quand même être plus facile à gérer s'il est en situation de confiance avec celui qui le mène. Ça va être plus facile à gérer quand on est au sol. Par contre, c'est vécu différemment par le cheval. Entre quelqu'un qui le mène et quelqu'un qui le monte, en fonction de l'éducation qu'il aura eue et des conditionnements, des aides, que ce soit au sol ou monté, on aura une différence qui est différente. Et c'est aussi lié à la confiance que le cheval peut vous emmener, aussi bien monté qu'au sol. Est-ce qu'on prend des questions maintenant ? On peut prendre des questions si vous voulez, et, comme ça on peut avoir peut-être les deux. Parce qu'on a plusieurs émotions là, on a préparé des diapos sur plusieurs émotions, mais donc par rapport à la peur. Oui, ça peut rester très interactif si vous le désirez. C'est plus sympa. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à la gestion de la peur ou les indicateurs de peur. Ça, c'est assez. Il y en a plein. Hein. Oui, enfin moi, alors, chronologiquement, en tant que
Voilà, en tant que cavalier, qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez, par exemple, je vais dire une bêtise, mais ou pas d'ailleurs, mais vous êtes sur la première fois sur un cheval et vous avez un bidet qui arrive. Okay, le bidet, en général, si vous êtes sur une carrière tout bien clément, blanche, et le bidet est à 50 mètres, le cheval, il l'a déjà vu. Donc, alors ça, peut-être scientifiquement, ça peut s'expliquer aussi avec la colorimétrie et l'œil. Oui. Mais globalement, il va d'abord monter la nuque. Les oreilles vont se pointer. Alors ça, c'est quasiment synchronisé. Hein. Il pointe les oreilles, il monte la nuque en même temps. Il va tendre son encolure, il va tendre de plus en plus de muscles et sa locomotion va en être entachée. Donc, parce que c'est physiologique, c'est-à-dire qu'un cheval qui monte la nuque, forcément, il a plus de difficultés à se mouvoir, mais il va se contracter. Donc, vous allez sentir un ralentissement. Et de la vitesse, ouais. Et des foulées qui vont être moins régulières aussi. Alors ça, tu dois avoir plus de données que moi là-dessus. Ouais. Et vous allez le sentir aussi dans vos aides se refroidir. C'est-à-dire qu'il va être moins perméable aux aides. Pourquoi ? Parce qu'il est plus contracté. Donc voilà. Je pense que c'est à peu près... En fait, on peut aussi avoir des éléments de réponse si on reprend ce cadran. En fait, on voit que la peur, c'est sur un haut niveau d'activation. Et dans ce cas-là, on a justement plein d'activations physiologiques, de contractions musculaires, l'encolure très haute, les yeux qui s'ouvrent et tout ça. Ça, c'est vraiment un fort niveau d'activation. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la peur ? On a un peu pensé à une autre émotion qui est un peu reliée, c'est l'anxiété aussi. Alors, peut-être juste faire la distinction entre peur et anxiété, c'est important. En tout cas, chez l'humain, on fait bien la distinction. La peur, c'est vraiment lié à quelque chose dans l'environnement. Que l'anxiété, ça peut être par anticipation. On peut avoir de l'anxiété alors que la chose qui génère de l'anxiété n'est pas présente dans l'environnement. C'est un peu la différence. Malheureusement, l'anxiété, elle est souvent liée à de l'apprentissage. Alors ça peut être l'apprentissage environnemental, où le cheval n'est pas forcément lié directement, ou en tout cas il n'y a pas de prise de contact avec l'objet de ce qui va lui faire peur. Mais par contre il va l'anticiper. On a mis entre parenthèses là, le transport tondeuse. Il y avait une étude qui avait été faite là, qui est très intéressante sur les chevaux qui font les galas à Saumur, donc qui ne posent aucun problème d'embarquement, aucun problème de transport. C'est-à-dire que pour le commun des mortels, vous les regardez, il se passe rien. Et ils ont mesuré le taux de cortisol et le rythme cardiaque, et ils sont aperçus que en posant les guettes de transport devant le box, le taux de cortisol et le rythme cardiaque grimpaient en flèche. Et donc ça montre que ça provoque de l'anxiété, qu'ils l'ont anticipé, qu'ils savent ce qui va se passer. Et c'est là où on peut avoir des émotions négatives ou positives, parce que si par exemple, je vais dire une bêtise, mais moi quand je décèle mon cheval, quand il sait qu'il a fini sa journée, parce qu'il reste scellé toute la journée plus ou moins, quand je le décèle, il sait qu'il va aller dehors, il sait qu'il y a plein de choses positives qui vont arriver pour lui. Donc le fait que je descende déjà, il va anticiper le fait de sortir et d'avoir une récompense alimentaire, de pouvoir être en liberté autour des ronds, etc. Donc ça c'est positif. Par contre pour le transport, là on voit que c'est plutôt négatif. Un cheval dans un transport, il est jamais content de voyager. Donc c'est pareil, ça se façonne là pour le coup, plus ou moins. On peut avec l'éducation, l'habituation aussi, c'est-à-dire que dire que monter dans un vent, il se passe rien. Faire du renforcement positif alors ce que j'appelle le renforcement positif de situation, je sais pas si c'est correct, mais ce que je veux dire, c'est ça mange pas de pain, alors là, le terme est bon, de mettre à manger dans un camion. C'est-à-dire que dès que le cheval monte dedans, il sait qu'il va avoir à manger. Voilà, c'est quelque chose qui a de l'anticipation positive. C'est une association. Ouais. Et ça évite ces problèmes de timing. C'est-à-dire que c'est le cheval qui va s'alimenter tout seul, et c'est pas vous qui donnez à manger. Donc, au moins, on évite cette problématique-là. Alors la tondeuse, c'est pareil. C'est assez facile de l'associer à quelque chose de positif, mais souvent c'est quand même le bruit, la vibration. Il y a plusieurs facteurs qui permettent au cheval de comprendre ce qui va se passer s'il l'a déjà vécu. Et alors il y a le cas particulier de l'anxiété sociale chez les chevaux, le fait de se séparer, Oui, alors nombre d'entre vous, si vous avez des chevaux à l'élevage, vous savez que c'est un animal grégaire, donc la grégarité pose un problème pour l'homme. C'est pas forcément un problème pour le cheval. Et alors ça, c'est ce qu'on en parlait. Moi, j'ai plus de problèmes avec les juments que les mâles ou les hongres.
Et souvent, quand on m'emmène les éleveurs m'emmènent plusieurs chevaux parfois, donc 2, 3. Donc au début, je les mets tout seul, enfin, je les mets à côté au box. Mais quand j'en sors un, alors là, les vocalises. Et je sais que je vais avoir 3-4 séances où je vais juste être obligé de contrôler la locomotion, c'est-à-dire arriver à poser les pieds pour que le cheval se pose un peu mentalement. Et ça va durer un certain temps. Et après, je vais progressivement les séparer. Mais alors, si je les sépare, c'est encore pire, c'est toute la journée. Et là, si on faisait des relevés, je pense, de cardio et de cortisol, on serait un bon plafond. Donc la séparation sociale, c'est un peu compliqué, surtout s'ils ont été élevés ensemble et qu'ils ont ils ont des relations privilégiées entre eux. C'est toujours plus compliqué pour eux. Et vous avez une contagion aussi à l'écurie. Alors ça, je m'en aperçois parce que je ferme 1 mois tous les ans où on fait le vide sanitaire, etc. Et en septembre, je rentre 10, 15, 20 chevaux d'un coup. Et alors là, pendant 10-15 jours, c'est vraiment difficile. Alors que au fur et à mesure de l'année, j'en ai qui restent, qui s'en vont, qui reviennent. Moi, je garde pas les chevaux très longtemps. Et je vois que si, par exemple, j'ai des chevaux qui sont là depuis 2 mois et que je vais en rentrer un qui est très anxieux, en 24 heures, c'est réglé. Il se met un petit peu dans le même mode que les autres. Alors que là, le mois de septembre, c'est juste horrible pendant 15 jours, voire 3 semaines. Donc tu te sers un peu du phénomène de contagion émotionnelle aussi pour calmer l'anxiété de certains. Oui, notamment avec le mien, aussi, et à l'écurie, et au travail. Ça, c'est des choses qui sont montrées aussi. On a des études sur ça. Le fait d'utiliser un congénère justement pour faciliter des apprentissages, limiter les émotions négatives, etc. Ouais, et ça on en a déjà parlé, mais il faut qu'on le fasse. Sur comment on peut faire de l'apprentissage avec un autre cheval et justement que ce soit bénéfique et qu'on en retire des émotions plutôt positives pour les chevaux. Quoi. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'anxiété, les phénomènes d'anxiété ? On va avancer, puis si jamais vous avez d'autres questions. Alors là, on a un peu discuté de la frustration alimentaire, mais Laetitia en a parlé dans sa présentation aussi. Est-ce que toi, tu as une façon de gérer la frustration alimentaire d'une façon particulière ou... Alors, comme Alice l'a dit aussi, c'est un conditionnement aussi. Au début, pareil, quand les jeunes chevaux arrivent, le fait de la chute du grain dans la mangeoire, c'est signe de peur. Ils vont se reculer, ils vont avoir peur. Et puis vous revenez 3 semaines plus tard, quand ils entendent le portail s'ouvrir, ils commencent à gratter pour avoir la récompense. Enfin, pas la récompense, mais en tout cas l'aliment. Donc, et si ça arrive pas vite, le dernier qui est servi, mais ça tout le monde le connaît, et il va avoir plus de frustration. Et ça, j'ai du mal à le faire évoluer quand même, à part changer la brouette de place ou les chevaux de place. Mais malheureusement, celui qui est au fond de l'écurie, il a sa ration en dernier et donc il a forcément un peu plus de frustration. Et après, ça arrive d'en avoir au travail. Tu l'as évoqué tout à l'heure. Alors effectivement, c'est un comportement qui peut s'éteindre si on y prend garde. Si par contre on fait pas attention, ça peut vite être de plus en plus frustrant pour l'animal et limite avoir un peu d'agressivité aussi après. Ou alors le cheval va sortir un panel d'apprentissage sans que vous lui demandiez quoi que ce soit pour avoir soit une récompense alimentaire, soit une attention particulière. Et bien faire attention à ça aussi parce que là du coup il est un petit peu en roue libre entre guillemets et le fait de récompenser ça va augmenter la frustration et augmenter la répétition. Donc voilà, encore une fois, le timing, que ce soit renforcement négatif, renforcement positif, très très important de savoir ce que vous renforcez, ce que vous apprenez aux chevaux. Il y a aussi sans doute le choix justement des renforçateurs utilisés. Ah oui, pas travailler sur de la faim ou des choses comme ça. En fonction de la motivation qu'a le cheval, vous allez renforcer les émotions. Donc qu'elles soient bonnes ou mauvaises d'ailleurs. On sait que c'est la pomme et la carotte qui est le plus favorisant, je crois. Ça dépend des chevaux. Motivant, ouais. Après, comme je disais tout à l'heure, c'est pour ça que je voulais juste le dire, c'est que des chevaux qui sont très stressés, ils ne mangent pas. Donc c'est aussi un indicateur, quand vous voulez faire du renforcement positif et que ou alors j'en ai qui mangent mais vénère. Ouais, vénère. Ouais. Donc c'est pareil, c'est pas un signe de relâchement quand même. Donc ça c'est à observer et après peut-être le faire dans un environnement qui est plus propice à l'apprentissage, notamment éventuellement le box, c'est là où ils sont plus tranquilles en général. Ça, il y a de l'aliment qui va déclencher une motivation supplémentaire. Donc peut-être ça se régule aussi, si vous voulez plus ou moins de motivation.
comme ça a été dit précédemment. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Ah. Oui. Oui, oui. Mm. Et que c'est pas forcément mon cheval, c'est pas forcément un cheval que je connais, c'est un cheval que je monte, peut-être j'ai pas une relation, voilà. Et du coup, à part utiliser la force, je voyais pas trop, donc je voulais savoir, vous, comment vous procédez avec un cheval que vous ne montez pas habituellement, ça c'est pour le contexte. Ah oui, c'est complexe, hein. Et puis il y a pas de, là j'ai pas de réponse toute faite parce que et il faudrait pouvoir le faire sur plusieurs jours. Si vous aviez plusieurs jours, effectivement, c'est assez simple de juste aller à la botte de foin, essayer d'avoir des interactions positives avec lui, c'est-à-dire le gratter. Alors faire attention aussi parce qu'il y en a qui, si vous connaissez pas, peut-être que le gratter ça va pas lui plaire du tout. Donc il faut quand même apprendre à connaître l'animal. Et après, ça on a des problèmes des fois des gens qui n'arrivent pas à attraper leurs chevaux. Donc je leur dis, si vous avez le temps, vous l'attrapez le temps que ça prend, hein, et vous le sortez du pré, vous lui donnez à manger, vous le remettez au pré. Essayez de construire quelque chose de progressif pour éviter les accidents déjà, et avoir une interaction positive avec le cheval. Après, c'est là où il faut se poser la question de moi, je suis quoi comme motivation pour le cheval? Qu'est-ce que je lui apporte? Quelque chose de positif? C'est que de la contrainte? Alors c'est sûr que quand on a un cheval qui est au pré avec ses congénères, qui mange et qu'on va le sortir de là, qu'on le selle et que d'un coup il va faire un effort sportif, si on lui laisse le choix, il y a de grandes chances qu'il veuille retourner avec ses copains. Maintenant, si on décompose la séance, qu'on arrive à avoir des interactions positives avec lui avant, pendant, après, et qu'on passe un certain temps, parce que il y a ce facteur-là aussi, c'est le temps. Alors c'est plus difficile effectivement quand on est professionnel, mais même si on peut ajouter progressivement des petites choses au quotidien qui font que justement il va y avoir un rapport qui est de plus en plus positif. Ça répond pas vraiment à la question, je suis désolé. Mais quand on connaît pas le cheval, lui ne vous connaît pas non plus, donc quelque part c'est normal. C'est de la montre occasionnelle, et puis comme vous dites, ce qui manque, c'est le temps. Parce que, en l'occurrence, quand on est cavalier de loisir comme moi, on n'est pas sur place, on n'est pas demi-pensionnaire, on n'a pas forcément. C'est, on va dire, toutes les semaines. Donc c'est une fois par semaine. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas forcément la relation construite, parce que forcément. Alors là, la question que je poserais, c'est quel est l'intérêt pour vous et quel est l'intérêt pour le cheval? Alors si on prend l'exemple de dire ouais, moi j'ai un cheval mais je m'en sors pas trop monté, je vais payer un cavalier pour le monter une fois par semaine par exemple, pour améliorer telle ou telle chose. Si on veut le faire intelligemment, ça veut dire qu'il faut quand même des relations entre le cavalier, le propriétaire, le cheval, et donc une petite présentation, sinon ça devient un outil. Donc c'est un choix, et c'est parfois la réalité du terrain malheureusement. Donc c'est pas une critique, c'est vraiment juste une observation. On va terminer sur des aspects plus positifs. On a un peu réfléchi. Ah pardon. Oui. Par rapport au cheval au travail, quand on a une montée de stress, donc peur, généralement peur, excitation, Ouais. on a aussi des montées d'hormones, je crois que c'est cortisol. Et je voulais savoir, par rapport au cheval, justement, au travail, quand on a eu un pic de stress comme ça, qu'on va essayer de retrouver du calme, je l'avais trouvé il y a longtemps, je ne sais pas si c'était juste, je n'arrive pas à le retrouver, il y a un temps, on dit qu'il y a un certain temps pour que le corps élimine ces hormones, Ouais. et qu'on puisse vraiment retravailler, avoir vraiment du calme. Et j'imagine dans les faits aussi, peut-être, est-ce que c'est une histoire d'un quart d'heure, une demi-heure, est-ce que, Ouais. voilà, qu'est-ce qu'on peut, En fait, estimer? Ouais, ça c'est ce qu'on appelle le fitness, ça s'appelle le fitness émotionnel dans ce qu'on trouve dans la littérature, et ça va être très propre à chaque individu. Certains vont avoir des montées justement d'indicateurs physiologiques et tout ça, et qui vont redescendre tout de suite, et d'autres ça va prendre beaucoup plus de temps. Et ce qu'on suppose, mais il y a plusieurs études qui vont dans ce sens-là aujourd'hui, c'est que en fonction justement de l'humeur, un peu de l'état émotionnel, chronique, tout ça,
on a plus ou moins de fitness émotionnelle. Et des chevaux dans des états un peu négatifs tout le temps, ils vont avoir cette difficulté justement de revenir à des états de base. Voilà. Mais il y a pas de enfin, sur les durées, il y a pas de moi je connais pas de réponse très claire, ça va être très dépendant de l'individu. Non, ou alors moi j'ai pas... Sur l'étude, là, Voilà. sur le transport, ça commençait à redescendre au bout de 40 minutes. Ouais, Mais c'était une moyenne. c'est une moyenne, ouais. Donc voilà, c'est peut-être un petit indicateur. Par contre, une chose un peu plus basique, c'est que s'il y a inquiétude, comme on disait tout à l'heure, il y a contraction, un muscle, il peut pas rester en contraction. Au bout d'un moment, il va se détendre. Et c'est ça qu'il faut que nous, on guette, en tant que cavalier ou éducateur. Donc, et ce moment de relâchement, le rendre le plus positif possible. C'est-à-dire soit par un arrêt du travail, soit par l'addition de quelque chose de positif pour le cheval. Donc c'est plus ces moments-là qu'il faut qu'on guette. Et après, comme je disais au début, c'est qu'avant qu'il y ait ce pic de stress, il y a eu plein d'indicateurs que le cheval nous a donnés. Et c'est là où nous, on est responsable. C'est-à-dire que on y va, ou est-ce qu'on joue le jeu et se dire bah, il est stressé mais il faut qu'on le fasse, au risque que ça devienne très négatif pour lui et contre-performant, hein, clairement, que ce soit dans toutes les disciplines, où on compose et on accepte qu'on aura un résultat qui sera moyen aujourd'hui pour l'améliorer demain, quoi. La transition, elle est parfaite justement avec la prochaine diapo, puisqu'on justement on avait réfléchi aux indicateurs de calme et de relâchement et comment rechercher le relâchement dans la pratique. Donc tu l'as déjà un peu expliqué. Ouais, Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Bah, c'est parce qu'on franchement pour préparer ça, on échangeait ensemble pour savoir ce qui était le plus visible, etc. Et ce qui est le plus apaisant ce cheval, en tout cas pour moi, c'est quand je les regarde brouter. Où là on voit tous les muscles masticateurs qui fonctionnent. En général, il y a la locomotion est fluide et lente. Donc c'est ça qu'il faut qu'on essaye de retrouver, à mon sens, monter. Même si forcément il faut qu'il porte le cavalier, il y a un effort musculaire, etc. Et comme je disais juste avant, le relâchement musculaire est à rechercher. Après, est-ce que c'est trop de contraction qui a déclenché le relâchement ? Est-ce que c'est une contraction ponctuelle ? Est-ce que c'était voulu ? Est-ce que c'était environnemental, émotionnel ? Ça va dépendre du contexte. Par contre, il y aura toujours ce moment-là, à guetter de relâchement. Et alors, forcément, la base d'encolure, vous avez peut-être... Alors, c'est un peu plus technique, mais juste parler rapidement de l'extension d'encolure. Vous avez des chevaux qui vont faire de l'extension d'encolure, mais qui vont s'enrouler dans l'encolure. C'est un des indicateurs le plus flagrant pour aller dans quelque chose de positif sur un cheval qui reste tendu physiologiquement et qui va tendre un peu sa ligne du dessus, c'est la base d'encolure qui doit descendre. Et ça, c'est un signe de relâchement dans l'équitation. Voilà. Après, est-ce que c'est le cavalier qui le demande avec ses aides, la pression qu'il y a dans la bouche, la pression qu'il y a dans les jambes, ou est-ce que c'est le cheval qui le fait de lui-même ? Bon, là, j'ai pas de réponse toute faite à ça. Mais voilà, il y a plusieurs exercices physiologiques qui permettent d'atteindre ce niveau de relâchement. Voilà. Et un cheval qui met aussi la nuque plus basse que le garrot, ça montre quand même une certaine confiance envers le cavalier, envers son environnement, parce que s'il doit guetter, il va pas, ou s'il est inquiet, il va pas descendre sa base d'encolure. Alors là, on a petit peu une petite différence aussi entre les sexes. Hein. Quand vous avez un étalon, il va garder sa nuque haute pour l'observation. En tout cas, plus souvent qu'une jument. Il y a aussi les paramètres de douleur, qui sont, si vous avez un cheval qui est dorsalgique, ça va être très difficile pour lui de ne pas faire ça. Et on a des postures, notamment sur l'hypervigilance, on en parlait, des chevaux qui sont hyper vigilants, qui vont avoir des problématiques posturales et donc mécaniques après à terme. Donc après, c'est là où ça devient très complexe parce qu'il y a tellement de paramètres à gérer et à observer et à palper. Alors là, vous avez des gens qui peuvent vous aider, le vétérinaire, même un physio, un ostéo, des gens qui ont l'habitude du comportement des chevaux pour justement essayer d'évaluer si c'est physique, si c'est postural, si c'est émotionnel, etc.
Et alors pour terminer, ça c'est vrai que je ne l'ai pas trop dit, mais en fait, quand on regarde dans la littérature, on a beaucoup de caractérisation des émotions ou des humeurs négatives. Et il y a eu un espèce de shift là qui s'est fait il y a à peu près 10 ans, justement pour étudier beaucoup plus les états positifs, parce qu'en fait, on ne sait pas les décrire, on ne sait pas dans quel... Enfin, on ne sait pas, je veux dire, il y a très peu d'études expérimentales, en fait. Et aujourd'hui, il y a des réseaux vraiment internationaux de chercheurs, d'instituts techniques, etc., qui cherchent justement ces indicateurs d'émotions positives, et notamment celles d'intensité, de forte intensité. Donc, on pourrait penser à de la joie, de l'excitation positive. Alors, est-ce que... Bon, je connais la réponse, mais est-ce que tu penses que ces états sont possibles chez le cheval? Et si oui, quels observables, toi, tu trouves pertinents, justement, pour juger Alors, franchement, il y a quand même des vocalises, déjà, qui sont... ça, je le vois, moi. Alors, mon cheval, pour ceux qui me connaissent, j'utilise un cheval pour débourrer les autres, et je vous la fais vite, mais globalement, il reconnaît les chevaux qu'il a travaillés, et j'ai eu une jument qu'il avait depuis longtemps, ils disent que j'ai fait naître, et qui a vécu avec lui au pré, etc. À chaque fois qu'elle revient à l'écurie, j'ai une vocalise, et quand il la voit à 20-30 mètres. Donc ça c'est vraiment de la joie, parce que après ils se grattent, enfin ils se jettent l'un sur l'autre, c'est assez drôle. Alors bon, il y a l'excitation sexuelle qui c'est pas de la joie, mais là on a ça. C'est dans le cadran positif intense, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Après, attention aussi à l'interprétation. Par exemple, on dit ouais, moi mon cheval il est au paddock, il est fou de joie, il saute dans tous les sens. Oui, alors est-ce qu'il saute parce qu'il a été enfermé pendant 24 heures? Voilà, ça c'est encore une fois, il faut mettre un petit peu le curseur. Mais par contre, si les chevaux sont en pâture, ils sont en troupeau, et que vous avez des interactions, alors notamment de jeu, hein, avec les jeunes, c'est plus flagrant qu'avec des vieux, mais vous pouvez, alors là, on a Rivera, là, une jument qui a fait les jeux, qui maintenant est à la retraite, hein, et la semaine dernière, elle s'est mise, alors qu'elle est dehors toute la journée, et elle est rentrée le soir, elle s'est mise à sauter en l'air, bon, alors ça lui a fait une grosse patte, mais il dit qu'est-ce qu'on fait? Je dis bah rien. Elle a l'air de bien aller en fait, donc elle jouait avec sa copine qui était une autre vieille, mais elle qui a fait juste un petit peu ça. Et puis ça c'est vrai. Alors voilà, ça c'est des petits observables, mais voilà, attention au contexte. On va conclure, je crois qu'on a explosé le temps. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. En fait, moi, je veux simplement dire que quand vraiment les expériences émotionnelles, elles vont participer à construire un état soit de bien-être, soit de mal-être, évidemment, et que le grand enjeu pour nous, dans l'hébergement, dans les pratiques avec nos chevaux, c'est justement, on peut pas... Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais à mon sens, on ne peut pas éliminer le négatif. On ne peut pas avoir une vie sans émotions négatives. C'est impossible. Et c'est d'ailleurs pas forcément souhaitable, parce que ça guide quand même à éviter des dangers, etc. Donc il faut des émotions négatives. Par contre, il faut que l'animal puisse gérer ses émotions négatives, pas qu'elles soient trop intenses et qu'elles durent trop longtemps. Et qu'en contrepartie, il y ait suffisamment d'émotions positives, justement, pour avoir un état global positif. Donc c'est de notre responsabilité de pouvoir limiter au maximum le négatif et puis favoriser au maximum le positif dans le quotidien. Oui, alors là, même moi, je veux juste parler un peu plus de technique. C'est pour ça qu'il faut exposer le cheval à des choses sans le surexposer émotionnellement. Alors qu'il doit pouvoir avoir des réponses qui nous conviennent aussi, hein, parce que ce qu'on fait, c'est on les travaille pour les emmener dans notre environnement, pas l'inverse. Et ça, c'est un fait. Alors voilà, hein, mettre un cheval dans un box, on sait que c'est pas bien. Faut en être conscient. Maintenant, si tout autour de ça, on arrive à obtenir des moments positifs et justement des phases d'interaction qui sont, alors j'espère plus, win-win pour les gens et les chevaux, bah, c'est ce qu'on essaye de mettre en lumière, aussi bien scientifiquement que pratiquement. Mais voilà, on en est qu'au début, j'espère, et oui, c'est sûr même. Donc il n'y a pas de réponse toute faite, mais en tout cas, voilà, on sait que l'environnement est important. Il y a une part aussi alimentaire, hein, l'aliment, l'environnement, les gens qui ont de l'interaction avec les chevaux, le comportement de ces gens-là. Donc il y a tout à mettre en place pour que progressivement, mais ça on va en parler sur une autre présentation, pour avoir une résultante où le cheval sera content d'être avec nous, ou plutôt préfère rester dans son pré, quoi. Bon, merci pour votre attention. Si vous Merci. avez des questions, n'hésitez pas. On a le temps pour 2 petites questions si vous avez.
réponse, une remarque et une question, mais c'est très court. La première réponse, c'est pour la question de la dame tout à l'heure. Le cortisol, c'est une hormone sécrétée par les surrénales, c'est ultra labile. Dans un tube de sang, en l'espace d'une heure, le taux de cortisol il s'effondre. Dans un cheval, vous avez la réponse. Donc dans un contexte expérimental où on peut très rapidement faire les dosages de cortisol, que ce soit sur le sang, sur la salive ou sur autre chose, ça marche. Sur le terrain, moi je suis un véto de terrain, c'est impossible de se fixer sur cet indicateur-là pour avoir une information. Ça, c'est pour répondre à votre question de tout à l'heure. La remarque, c'est chapeau. Parce que confronter le niveau de connaissance d'Alice et l'expérience de Sébastien sur la même présentation, moi j'ai appris plein de trucs, qu'on apprend à tout âge. Mais bravo, c'est vraiment un exercice super à refaire, à mon avis. Hein. C'est bien. Après, j'ai une question pour vous enquiquiner un petit peu quand même. Dans ton expérience, ton vécu à toi et dans l'état actuel des connaissances que tu as toi, est-ce qu'on arrive à commencer à faire un petit peu la distinction entre les indicateurs, alors ça peut être les postures, les grimaces faciales, ce qu'on veut, de l'attention ou de la vigilance, je ne parle pas d'hypervigilance, mais de la vigilance, qui peut être un bénéfique, parce que je pense qu'un cheval, pour faire un parcours d'obstacles, c'est mieux qu'il soit un peu vigilant, quand même, sinon il dort. Entre donc la vigilance, la peur, qui peut être éventuellement une peur qui peut être gérée, hein, parce qu'il y a des chevaux, moi j'ai peur de traverser la France sous la neige pour venir jusqu'en Suisse, mais j'ai affronté ma peur hier et j'y suis arrivé quand même. Donc, voilà. Après, il y a des gens qui ont peur de monter dans l'avion et ils ne monteront jamais dans un avion, donc il y a des peurs qui sont... Alors certes, on les qualifie d'avoir un caractère négatif, mais il y en a qui sont gérables et qui respectent l'adaptation du cheval, et puis d'autres qui dépassent le niveau d'adaptation du cheval. Et le troisième volet, c'est la douleur. Tu en as parlé, ça c'est hyper important. Est-ce qu'on arrive encore aujourd'hui à avoir des petites idées sur les indicateurs attention, peur, douleur, et est-ce qu'on arrive à distinguer un peu ces trois choses-là? Parce que ça serait intéressant à utiliser au quotidien, c'est clair. Pour les soignants comme pour les équitants. Ouais, c'est sûr. Alors, je peux répondre, avoir quelques éléments de réponse par rapport aux connaissances. Donc, effectivement, par rapport à l'attention, la peur, on va retrouver des caractéristiques communes de toute façon dans les comportements, les expressions faciales. Je pense que, en fait, le contexte aussi est important à prendre en compte pour essayer de faire une distinction. Je me souviens d'un espèce de continuum, alors c'était un truc théorique, mais du continuum justement entre attention, vigilance, hypervigilance, il y avait tout un tas de... ce qui était décrit dans ce truc-là, c'était une accentuation des marqueurs, en fait, que, par exemple, l'encolure de plus en plus haute, l'œil de plus en plus ouvert, bon, théoriquement, comme ça. Et par rapport à la douleur, par contre, ça, il y a pas mal de travaux qui s'intéressent justement à trouver des indicateurs, notamment faciaux, au plus dans le comportement, pour détecter des douleurs. Il y aura beaucoup de choses sur la douleur aiguë, par exemple. Et on a, je l'ai pas là, on a des grimaces faciales, par exemple, qui sont décrites, qui permettent justement d'évaluer la douleur. Donc, alors, il y en a une qui est un peu qu'on retrouve un peu partout, c'est les oreilles qui sont assez mobiles, l'œil en triangle. Là, vous vous souvenez, on retrouve cet œil en triangle avec le blanc de l'œil visible, la contraction du menton, etc. Mais tu as raison, c'est des indicateurs qu'on retrouve aussi dans d'autres états. Donc, je pense que le contexte vient aider à interpréter ce qu'on observe. Moi, je répondrais un peu ça. Comme ça. Moi, je vais relever quelque chose que tu as dit, j'en ai pas parlé, c'est sur l'attention et sur le focus. Si on prend les deux extrêmes, un cheval, il est intéressé par soit son environnement proche, soit lointain. Pourquoi, si vous êtes en sa présence, il ne serait pas plus intéressé par vous? Donc ça, c'est une première question à se poser. Et je pense que l'équitation, c'est un petit peu un mix de tout ça. C'est-à-dire que, est-ce qu'il écoute plus les aides ou est-ce qu'il a peur de l'oiseau qui s'envole à 50 mètres? En général, la vérité, elle est un peu au milieu. C'est-à-dire que si vous mettez tout le temps des aides, si les aides sont tellement strictes qu'il ne doit rien écouter, dès le moment où vous allez lâcher les aides, il va se sentir perdu. Et il suffit de regarder des reprises de dressage sur des stadiums énormes où les chevaux font leur reprise, tout se passe bien. Et à la fin de la reprise, le cavalier lâche les rênes, tape son cheval en général. Et là, vous voyez le cheval qui fait... Il vient de s'apercevoir tout ce qu'il y avait autour de lui. Alors c'est quelque chose de beau quand même, parce que ça veut dire que les aides ont été plus importants que l'environnement.
malgré tout, ce qui serait bien, c'est qu'il en prenne conscience un peu avant et que justement il arrive à se relâcher là-dedans et se relâcher avec les aides aussi. Donc voilà, ça c'est, et je pense que ça c'est une notion des fois. Et moi j'ai des problématiques par exemple avec les chevaux qui ont été éduqués, alors j'ai dit mal éduqués, hein, trop proches de l'homme, sans rien leur demander de concret, où les chevaux finalement l'homme est peu important. Mais par contre, tout ce qui se passe à 50 mètres, ça l'est beaucoup. Et donc après, on est obligé d'être vraiment coercitif avec ces chevaux-là ou de se rendre beaucoup plus important que l'environnement, alors qu'à la base, il n'y a pas besoin normalement. Donc voilà, c'est aussi la responsabilité de l'homme. Voilà. Mais je vais réfléchir à ta question parce que du coup, ouais. En fait, moi, dans ma pratique quotidienne, alors je reconnais beaucoup plus facilement, mais c'est peut-être parce que je suis plus attentif, les grimaces faciales d'un cheval camal, Ouais. les grimaces faciales d'un cheval capeur. Ouais. Moi, la deuxième, là, je ne sais pas vraiment les refaire. Ouais. Par contre, inversement, je reconnais beaucoup plus les postures ou les comportements d'un cheval capeur. Et le comportement d'un cheval camal, ça dépend si la douleur est aiguë ou chronique, c'est un peu différent, mais enfin bon, ça c'est moins... Voilà. Ouais. Ça peut s'associer aussi. Ah, il y a les deux, oui, il y a les deux. Je dis pas qu'il y a pas les Ouais, deux, en mais je dis que plus. dans ma pratique, Ouais. je reconnais plus. Enfin, si je devais prioriser, je mettrais plus les grimaces faciales sur la douleur et sur voilà. Maintenant, c'est il y a les deux. intéressant. Il y a effectivement les deux. Ouais, mais c'est intéressant. Ouais, j'arrive à avoir des chevaux en rééducation qui ont qui anticipent la douleur et donc qui ont des postures de peur dues à une douleur antérieure. Donc là, ça devient complexe parce qu'il faut trouver le déclencheur, etc. Et ça prend du temps. Voilà. Parce que la douleur, c'est pas que physique, ça peut être comportement. Ouais, complètement. Ouais. Ça devient après, par conditionnement, malheureusement. On va arrêter parce que sinon, on va pas s'en sortir. Ouais, c'est super intéressant. Merci pour cette Merci. présentation. On va prendre la pause maintenant. Donc, j'ai derrière, vous avez thé, café et croissant.